pour mettre ça en place, je pense qu'il faut déjà une très bonne cellule de recrutement. Monaco a réalisé des bons coups par le passé récent. Je pense à Fabinho, Bernardo Silva, Tchouaméni, Mbappé aussi. Mais à une période, on avait un peu l'impression que c'était de la pêche industrielle. J'en prends 20 dans l'espoir qu'il y en ait 2 qui ressortent. Donc c'est un jeu à risque. Monaco s'était d'ailleurs retrouvé avec 70 joueurs sous contrat pour vous en débarrasser. Il faut se lever tôt. C'est un jeu très risqué, mais je pense surtout que c'est une stratégie pour les clubs de Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Franchement, j'ai envie de m'énerver. Pourtant, je suis de très bonne humeur, mais il y a encore un peu de temps. Mais arrêtons, mais enterrons ce truc. Moi, j'étais hyper contente. Je me suis dit, ça y est, on est débarrassé. Allez, chouette. Là, on nous ressort un PDG super. Alors, j'ai vu, le sourire est très bien. Il présente très bien. Il n'a pas parlé une seule fois de football dans les. Non, il ne parle pas de football parce que lui, il parle d'argent. Le seul truc, c'est que la première fois, c'était mort au bout de 48 heures. Pourquoi ? Aussi parce que les fans, ils ont dit on n'en veut pas de la Super League. On ne veut pas payer la Super League. Donc, lui, il se dit super, les droits télé, je vais pouvoir les faire super cher. J'ai un petit peu peur de mon débat, de mon argumentation parce que je sais que Jérôme Papin, il adore le modèle américain. Là, le modèle américain de la Ligue fermée, moi ça ne me plaît absolument pas. J'ai pas l'impression que ça plaise aux supporters européens, ce côté on est entre nous, on va rester entre nous et on verra qui est champion entre nous chaque année. Je m'interroge fortement. Lui il se dit on va la lancer 2024-2025 comme ça quoi, il y va, ça me met en colère. Je me dis c'est n'importe quoi. Alors déjà, je tiens à préciser que je ne porte pas de slip mais des caleçons. Ça n'intéresse personne, mais je tiens quand même à le préciser. Alors mon slip était trop petit, c'est pas une invention, c'est une excuse authentique d'un joueur de tennis zambien. Voilà, donc la Zambie, ce pays d'Afrique australe. Et en 1992, le numéro 1 local s'appelle Leighton Ndefwel. Il joue contre le second et le second bat le premier. Et le premier, pris d'une rage folle, déclare dans le journal local que, en fait, il a perdu parce que son slip était trop serré et qu'il a perdu sa concentration qui, paraît-il, l'avait rendu célèbre dans la Zambie tout entière. Voilà. Donc, ça prête à sourire, mais c'est vrai. Et disons que ce titre donne un peu le ton de cet ouvrage, qui est une sorte de regard bienveillant, mais en même temps impitoyable, sur ces sportifs, grands ou petits, anonymes ou très connus, qui refusent d'admettre la défaite, c'est-à-dire que le perdant ne s'avoue jamais battu, au point d'inventer parfois des excuses sous le coup de la colère ou d'autres raisons. Voilà. Donc c'est à la fois un ouvrage très sérieux, bienveillant et totalement surréaliste par moments. Il y a un problème pratiquement politique, avec des guillemets, dans la présence de Pogba, c'est l'affaire... J'allais y venir après, l'affaire du chantage, l'affaire de son Mbappé, frère, et l'affaire du marabout aussi. Alors pour l'instant, c'est resté au stade des on-dit et des allégations, mais il n'y a pas de preuves. Mais si ce fameux audio dont on parle sortait soit avant la Coupe du Monde, soit encore pire pendant, ça a des allures de bombe à retardement. Et je pense que Didier Deschamps, qui est quelqu'un qui est soucieux de l'équilibre de son vestiaire et surtout qui a toujours mis le groupe, l'équilibre du groupe, l'ambiance entre les joueurs avant toute chose, je ne suis pas certain qu'ils prennent ce risque, surtout que Paul Pogba, même s'il fait un retour accéléré et très concluant au haut niveau, il sera pas, même en termes de rythme, il ne sera pas à son meilleur niveau. On ne peut pas, si on n'a joué que 3 ou 4 matchs, grand maximum, être à son meilleur niveau. Alors on va me dire, oui, il sera plus frais et tout ça, mais là, la Coupe du Monde est en milieu de saison. Donc cet argument-là, qui pourrait être valable si elle avait lieu en juin, après un calendrier chargé et harassant pendant 9 mois, là, n'est plus valable. Pas mal. Tout simplement, de haut en bas, c'est un club qui va mal. Et on sait que les descentes sont extraordinairement périlleuses. Vous êtes obligé de changer enfin pas la totalité, mais une bonne partie de votre effectif et dans les pires conditions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre correctement, évidemment, parce que vous avez un effectif qui vient de faire 18e, donc vos joueurs sont quand même pas au mieux. Il y a en plus, parmi ces joueurs vendables ou invendables, des joueurs qui veulent pas jouer parce qu'ils ont pas envie, ils veulent partir, donc en attendant on joue pas, etc. Et pendant ce temps-là, il faut recruter. Saint-Etienne avait fait un recrutement énorme en milieu de saison l'année dernière pour essayer de sauver sa place, énorme en nombre, mais avec que des montages, des prêts et autres, ce qui fait qu'il n'y a pas un seul joueur qui est resté.
Donc finalement, on se retrouve avec un effectif complètement bancal, reconstitué comme on a pu, avec des joueurs qui débarquent, qui sont pas. Quand on dit pas habitués à la Ligue 2, si, il y a pas mal de joueurs qui ont joué en Ligue 2, tous les Girondins, Chambost, Briançon, tout ça, c'est des joueurs qui peuvent être adaptés à la Ligue 2. Par contre, est-ce qu'ils sont adaptés à un club qui a quand même l'étiquette, le panneau Saint-Étienne ?